c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur RLP Business, un nouveau direct depuis nos studios de Coulommiers-Chamiers. RLP Business, l'émission sur le commercial, la technologie, les ressources humaines, l'activité économique de manière générale, en Périgord et ailleurs. Aujourd'hui, dans ce nouveau direct, nous recevons Monsieur Jean-Luc Antoine de CICO, mais pas que, un ancien de CAP, la grande famille de CAP. Bonjour Monsieur Antoine. Bonjour Stéphane. Bonjour, ça se passe bien, tout va bien? Très bien. Très bien. Mais écoutez, vous venez nous parler effectivement informatique. Aujourd'hui, on parle technologie, on parle sécurité, on parle recyclage. Ne bougez pas, c'est juste après l'actualité, c'est juste après ça. Les actualités. Actualité, en 2024, la France a enregistré environ 220 000 cambriolages de résidences principales et secondaires, soit une hausse de 14% par rapport à 2022. Cela représente près de 600 cambriolages par jour, soit un toutes les 3 minutes. Deuxième point. Le marché français de la sécurité à domicile est en pleine expansion avec une croissance annuelle de 10%. En 2022, ce secteur représentait 1,2 milliard d'euros et les projections estiment que d'ici 2028, près de 50% des ménages seront équipés de systèmes de sécurité. Troisième point, chaque année, environ 50 millions de tonnes de déchets électroniques sont générés dans le monde, soit une moyenne de 7,6 kg par habitant. En France, seulement 40% des appareils électriques et électroniques en panne sont réparés, le reste contribuant à l'accumulation de ces déchets. La fabrication d'un seul smartphone génère une empreinte carbone de 61 kg de CO2 et avec près de 18 millions de smartphones vendus chaque année en France, cela représente plus d'1 million de tonnes de CO2 émises. Enfin voilà. Jeter les vieux trucs, c'est pas bien. Voilà. Enfin, le monde est un terrain de jeu géopolitique, loin de l'idéalisme béat de certains, mais souvent beaucoup plus proche du réalisme froid de ceux qui se font de l'argent et protègent leurs intérêts ou ceux de leur pays. Nous l'affirmons ici une fois de plus, l'indépendance technologique est essentielle pour garantir la souveraineté numérique et la sécurité nationale. En développant et en produisant localement des technologies de sécurité, la France réduit sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers, assurant ainsi une meilleure maîtrise d'infrastructures critiques et une protection accrue des données sensibles. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler d'un logiciel qui parle de sécurité et qui réutilise les anciens smartphones. Jean-Luc Antoine, avant de rentrer sur le fond du sujet, est-ce que vous qui avez aussi un parcours extrêmement technologique, l'EPITA, manager chez Orange, le bureau, le concile, à CAP durant plus de 13 ans, etc., l'indépendance technologique en France, rêve ou réalité ? C'est un rêve qu'on aimerait transformer en réalité. Nécessité alors Objectif. Dites-nous en plus. Voilà. Objectif. Et étant donné qu'on voit dans le contexte aujourd'hui les mouvements géopolitiques qu'il y a, du jour au lendemain, les amitiés peuvent se défaire, d'autres peuvent se créer. Oui. Le point commun, c'est que si jamais on a la technologie sur notre sol, on réduit les dépendances et on facilite ainsi la redéfinition des équilibres si nécessaire. Aujourd'hui, la France est-elle indépendante technologiquement ? Elle l'était. On a eu des belles années dans les années 90. Le Minitel. Le Minitel, que tout le monde nous enviait. Il a eu son époque. On s'est crispé dessus, mais il a eu son époque. Ouais. Exactement, c'était une nouveauté, comme le Concorde également, etc. Et on ne s'est pas crispé, on s'est figé. Voilà. On a raté l'étape d'après. On voit que même si on a des belles licornes en France, on est quand même derrière les grandes innovations d'aujourd'hui. Bon, on va y aller simplement. Est-ce qu'on a un microprocesseur ? Non. Est-ce qu'on a un système d'exploitation ? Non. Est-ce qu'on a une usine d'IA qui marche, qu'on a fait nous-mêmes ? Non. Bon, très bien. Écoutez, on va parler de nos projets, en tout cas locaux. Ne bougez pas, c'est l'invité de la semaine, c'est Jean-Luc Antoine. Cécile. L'invité de la semaine. CICO, je parle, je vois, comment je fais tout ça. C'est la nouvelle start-up périgourdine dirigée par Jean-Luc Antoine et son équipe. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une... C'est CICO. Voilà. Donc, nous sommes un éditeur de logiciels, oui. Donc une application mobile de même nom, qui a vocation à permettre à tout un chacun de monter son propre système de sécurité. D'accord. Par une application mobile. Alors, comment
On part du constat que vous, moi, on a tous des vieux téléphones au fond des tiroirs. Ah oui. Avec en moyenne, parce que vous avez sorti des chiffres, mais on a 3 vieux téléphones au fond des tiroirs en moyenne. Et on les garde parce qu'on se dit que le dernier téléphone que je viens d'acheter, il pourrait se casser, je pourrais me le faire voler, il pourrait tomber en panne. Et donc, je peux toujours me rabattre sur un de ces vieux téléphones au fond de mon tiroir. Donc, ça veut dire qu'ils sont encore en état de marche. Et c'est une aberration de vouloir jeter quelque chose qui fonctionne. Et donc, on se dit, on va donner une seconde vie à ces appareils et on va faire tourner notre application mobile dessus. La particularité, c'est qu'un téléphone, en fait, c'est mieux qu'un ordinateur. Il y a des capteurs dans tous les sens. Il y a une caméra, il y a un micro, il y a de l'audio, il y a plein de choses. Et une puissance de calcul, etc. Et il y a un GPS pour voir si il bouge, etc. Exactement. Et en fait, tout ça... En greffant de l'innovation dans les usages, on peut faire encore mieux même qu'un système d'alarme traditionnel. Je prendrai par exemple la détection de mouvement. Grand classique, une caméra, ça fait détection de mouvement. Mais sur un téléphone, il y a 2 caméras. C'est-à-dire qu'en les faisant marcher simultanément, on peut faire de la détection de mouvement à 360 degrés. Là où une caméra classique n'en est pas capable. Et donc, on va pouvoir amener toute cette innovation dans le contexte de cette application. Et on a, parmi les chiffres, avec votre objectif, j'ai bien retenu, de 50% dans quelques années d'un équipement de sécurité pour tout un chacun. C'est grâce à ces six shows, parce qu'aujourd'hui, le marché ne le permettrait pas. Parce que l'INSEE dit qu'il y a 80% de personnes non équipées, et ça ne varie pas. Même si le chiffre d'affaires, comme vous l'avez annoncé, est à 2 chiffres sur le marché de la sécurité. Oui. C'est-à-dire que les acteurs traditionnels se battent pour faire grossir les ventes sur le marché des 20% qui sont déjà équipés. Donc ce marché est saturé, mais les 80% non équipés aujourd'hui n'y ont pas accès. Et si on se demande la raison qu'il y a derrière ça, c'est une barrière financière. C'est-à-dire qu'il faut acheter le matériel, il faut le faire poser par un professionnel et ensuite on a un abonnement mensuel qui est onéreux. Absolument. Ils viennent, ils font du démarchage, du porte-à-porte, ils vous vendent des packs qui sont chers à l'entrée et au renouvellement en poussant à la consommation. Et je pense effectivement qu'ils ont saturé leur cible et les autres n'iront pas. Bon, voilà, oui. C'est tout à fait ça. Et donc, pour supprimer les problématiques d'achat de matériel, rien de tel que de réutiliser les smartphones qui ne coûtent rien parce qu'on les a déjà. L'installation, c'est aussi compliqué que de poser son smartphone sur une bibliothèque. Il reste le software, l'application mobile. On a décidé d'être sur un modèle freemium de telle manière à ce que 99% de nos utilisateurs ne payent rien. Parce qu'on considère, et ça c'est le côté un peu militant de la chose, que la sécurité ne devrait pas être réservée à quelques-uns. Elle doit être accessible à tous. Et donc là, on a clairement enlevé toute la barrière financière sur toute la chaîne. D'accord. À partir de ça, je fais tourner mon application sur mon ancien smartphone, je les relie entre eux. On pourra en reparler tout à l'heure. Et je suis en mesure, sur mon téléphone du quotidien, de recevoir les alertes émises par l'appareil que j'aurais placé dans le salon, l'autre près de la porte d'entrée, l'autre dans le garage. D'accord. C'est intéressant parce que, comme tout le monde, j'ai parfois envie de savoir ce qui se passe quand je ne suis pas là ou ce genre de choses. Et puis je cherche parfois à avoir des trucs chinois que je commande sur Alibaba, etc. qui arrivent. Bon. Donc il faut une carte SIM, il faut... Non, pas nécessairement. Dans les solutions que j'ai vues moi. Ah oui. Dans les solutions que j'ai vues moi, il faut une carte SIM, il faut une alimentation autonome, et puis il faut aller manuellement l'enclencher quand je m'en vais, parce qu'autrement, dès que je passe dans le couloir, j'ai un texto, j'ai pas envie, bon, je regarde le texto que lorsque je suis pas là, donc ça me pose des soucis, et effectivement, la solution idéale, moi je l'ai pas encore trouvée. Eh bien, on est en train de la fabriquer. Eh bien oui, c'est ça, voilà, c'est bien, c'est bien. C'est-à-dire, par rapport à ces inconvénients, il y a l'alimentation électrique qui est un élément. Il y a une coupure d'électricité. Est-ce que l'alarme va se remettre en place ? Quel est le comportement par rapport à cette coupure ? Voire même, si jamais c'est les prémices d'une intrusion, parce que le cambrioleur pourrait être amené à couper l'électricité avant de rentrer, justement pour ne pas déclencher l'alarme. Qu'est-ce qui se passerait ? Avec un téléphone, on a, même si la batterie est un peu faible, on a toujours la batterie qui permet de faire fonctionner le téléphone. Oui, et le téléphone, au moins un petit peu. Oui. Et le téléphone peut détecter cette coupure électrique. Et donc, il peut déclencher une alerte. Oui. Et oui, on peut avertir aussi des coupures de courant. Et de la reprise du courant. Et de reprise de courant. Oui. Excellent, ça. Et la même chose sur Internet. Oui. Absolument. Voilà. Donc, on a le cas d'usage où il y a un cambriolage nocturne. Les cambrioleurs ont coupé la fibre avant de rentrer. J'ai mon téléphone du quotidien sur ma table de nuit. J'ai mis l'alarme dans le salon, dans le garage, dans la cuisine. Je vais malgré tout, sans Internet, être en mesure de recevoir les alertes.
Parce qu'en fait, les vieux téléphones étant accrochés au Wi-Fi de la maison, même s'il n'y a pas Internet, la communication entre les appareils reste possible. Et donc, je peux recevoir l'alerte sur mon téléphone du quotidien qui est également en Wi-Fi. Et ça, c'est une particularité fondamentale de notre solution, c'est qu'on est sur une architecture décentralisée. On va parler un peu technique. C'est-à-dire que sur un système classique d'alarme un peu numérique, on a des serveurs centraux qui font tourner l'application, qui récoltent la donnée et qui relaient vers le bon système d'alerte, le cas échéant. Dans notre cas, ce sont les téléphones qui communiquent entre eux. C'est un réseau local. C'est-à-dire que notre système, qu'on fasse tourner 100 utilisateurs ou 100 millions d'utilisateurs, on ne va pas rajouter un serveur. Mais non, c'est des réseaux individuels. Exactement, c'est du point à point. C'est du point à point. Ok, ça passe en Bluetooth ? Alors, dans la prochaine version de l'application, on va exploiter Bluetooth sur le périmètre des capteurs, mais la communication ne se fait pas par Bluetooth, elle se fait soit par la communication GSM classique, soit par Wi-Fi. Communication GSM classique, ça veut dire qu'il faut une carte SIM. C'est un scénario, effectivement. On en trouve, mais aujourd'hui on trouve une carte SIM à 3 €, oui, 2 €, voilà, parce qu'on n'a pas besoin de centaines de gigas. Oui, exactement. Les textos sont illimités. C'est uniquement en cas d'alerte. Sachant que la plupart du temps, le Wi-Fi est amplement suffisant. Oui, j'avais écrit un logiciel sur ça, ça s'appelait WhereRV, c'était un truc pour suivre les livreurs, c'était une demande que j'avais eue en Asie. En fait, un truc, une application locale pour envoyer un texto ou pour analyser un texto qu'on reçoit, c'est très facile à faire. Oui. Il n'y a pas de complication particulière. En fait, nos alertes, elles ne sont pas que de ce type-là. C'est-à-dire bien sûr. On peut recevoir des notifications push. Alors, avancées, c'est-à-dire que s'il y a une détection de mouvement, on aura la prévisualisation de la scène directement dans la notification push. On a des alertes de type synthèse vocale, c'est-à-dire que je conduis en voiture, j'ai 500 km à faire, je ne vais pas regarder le téléphone s'il y a une alerte. Le téléphone va me dire le problème. Ça, c'est le téléphone maître de nouvelle génération. C'est celui qui a l'application centrale, le téléphone maître. Le téléphone du quotidien fait la synthèse vocale. D'accord, je comprends. Voilà. Mais on a également la possibilité de diffusion sonore, on a les alertes silencieuses, c'est l'écran qui passe au rouge mais de manière silencieuse, on a les alertes par email, on a toute une panoplie de capacités de recevoir des alertes, et pas seulement sur le téléphone du quotidien, c'est-à-dire qu'on peut définir plusieurs destinataires, par exemple toute la famille. D'accord. Ok, donc en fait, on prend les vieux téléphones, on les transforme en capteurs et aussi en émetteurs de signaux, quelque part. On s'adapte à leur stade d'évolution parce qu'ils ne sont pas tous identiques, je suppose. Donc, Android uniquement ou vous faites aussi les autres? Alors, vous êtes allé sur Android, vous faites iOS, bien entendu, des mobiles, des tablettes, des PC, ça fonctionne partout. Vous réinstallez le système d'exploitation? Non, en fait, on se base sur ce qui est le plus récent sur le système d'exploitation, même sur les vieux systèmes d'exploitation, à savoir la couche de navigation, le navigateur. C'est-à-dire que lorsque le téléphone n'a plus été mis à jour, son navigateur a encore été mis à jour. Et donc, c'est ça qui nous permet d'avoir les API complètement standardisées, nous permettant d'accéder à l'ensemble des capteurs. S'il a une pile TCP/IP, c'est bon, quoi. Voilà, exactement. On utilise du WebRTC, on utilise ce type de protocole. Alors, pour expliquer aux gens, ça marche à partir du moment où votre ancien téléphone a un navigateur Internet. Oui. Voilà. Ce qui est le cas de tous les smartphones. En fait. Oui, à partir de depuis 20 ans, à peu près. Oui. Alors, les tests qu'on a menés, les plus anciens, parce qu'on n'avait pas de matériel plus ancien, c'était sur des Galaxy Note 3 de 2010. Donc, ça fait du 15 ans en arrière et ça tourne dessus. Ouais, ok, d'accord. Bon, les vieux téléphones, très souvent, ils ne s'allument plus ou la batterie est foutue. Est-ce que vous êtes... Alors, question, c'est un peu tôt, mais... extension du modèle. Est-ce que vous avez trouvé des solutions, par exemple, pour remettre à niveau des anciens téléphones, voire acheter des vieux trucs dont les gens se débarrassent, pour ensuite faire de l'installation et de la livraison configurée, préparée? Non, c'est-à-dire qu'on veut rester éditeur de logiciels, on a une valeur ajoutée sur le produit qu'on fournit de cette manière-là, on n'en a pas sur la logistique. Oui, c'est tout à fait, voilà. Bien sûr. Et donc tout ce qui a trait à la logistique, on s'écarte. D'accord. Donc, un logiciel, en tout cas, il faudra faire de la com. Tout à fait. Donc, il faudra dire aux gens d'aller ouvrir leur ancien téléphone et d'installer dessus. Oui. Donc, ils vont commencer par le téléphone du quotidien, puis après, ils vont aller mettre les trucs sur les autres. Voilà. J'ai pas vu les captures d'écran parce qu'il y a un magnifique compte à rebours sur le site internet. Nous sommes à 7 jours, mesdames et messieurs, je crois. Voilà. C'est bien ça. Voilà.
Et donc, si j'ai compris dans ce qui est en train de monter, là, qu'on attend, nous assistons à un lancement, messieurs, dames. Nous allons définir certaines, vous allez faire ci, vous allez faire ça, ce téléphone fera ça, il y aura tel groupe et autres, et vous allez recevoir ce type d'alerte en fonction de vos envies. Et puis après, ça évoluera suivant ce que demanderont les gens, je suppose. Tout à fait, sachant qu'on a des périmètres d'évolution avec à nouveau de l'innovation qui sont déjà envisagés, c'est-à-dire que là, on parle de la sécurité des biens, mais la sécurité des personnes, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'avec le téléphone, on peut faire de la détection de chute, on peut mettre le gros bouton rouge d'alerte, on peut même coupler justement avec Bluetooth les cardiofréquences-mètres. Il y a plein d'éléments d'innovation. C'est le monde des objets connectés. Voire même jusqu'à ce que j'appelle l'oreille déportée. C'est-à-dire qu'on a la capacité du micro sur le téléphone, on a l'audio qui restitue les sons. Si on branche ce qu'on enregistre sur le micro sur l'audio, le téléphone il a un bouton volume et donc je peux amplifier ce que le téléphone entend et ainsi mieux entendre grâce au téléphone. Vous, les services de police, URSSAF, l'inspecteur des impôts, et après tout le monde alors? Absolument pas. Non, pardon. parce que sur c'est le monde des objets connectés, il y a des lois qui sont passées, ça veut dire aussi que... De toute façon, au stade où on en est, il y a des micros partout maintenant. Dans la box free... Les renseignements généraux ont plus de facilité à utiliser les failles du téléphone lui-même plutôt que de tenter de s'interférer sur notre produit, parce qu'on est vraiment sur du point à point, alors qu'il y a des mécanismes dans l'OS qui permettent... C'est pas sur votre produit qui vont aller, c'était une blague idiote, c'est dire moi j'aime bien tel artiste, et puis il y a le réfrigérateur qui dit moi aussi, la machine à café qui dit ah non pas moi. Voilà. c'est le monde de demain, voilà. Ok, alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est... Alors on va regarder un petit peu ce logiciel, qui l'a codé? C'est moi. Ah, parce que Jean-Luc Antoine est aussi ingénieur de formation. C'est ça, c'est-à-dire que je suis né les doigts dans le clavier, et ça m'est resté, quoi. C'est dans mon ADN. 72 comme moi, ZX81 Atari, Commodore 64. Mes premiers développements étaient sur Commodore 64. J'étais au Dragon 32, moi. Ça ne nous rajeunit pas. Non, mais c'est, je pense, la meilleure école. Oui. Oui. Avoir ZX81, Dragon 32, Commodore 64, l'Atari... l'Amiga, oui. les 486, les Pentium Microsoft avec l'écran bleu de la mort qu'il faut démonter et remonter en permanence. On prenait des machins à 1000 balles, là qu'on emboîtait, qu'on déboîtait. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Exactement. Voilà, tout à fait. Ouais. Ok, donc vous avez codé cette application. Oui. En quelle techno? Alors, c'est du JavaScript que je vais qualifier bas niveau parce qu'on utilise toute la couche permettant d'accéder au matériel. D'accord. Vous avez développé une appli web locale en JavaScript. Oui. Ok, du JSON, du Java Objet, je suppose. En fait, c'est l'élément commun qu'on a dans le navigateur. Hein. Ouais. Et comme on est en décentralisé, toute l'application peut fonctionner sans nos serveurs et donc uniquement dans le navigateur. Et le seul langage natif dans le navigateur, c'est le JavaScript. Absolument. Tout à fait. Bon, alors pour les autres, ça veut dire que ça marche sur tous les navigateurs, si ça a été fait comme il faut, surtout ça respecte les normes d'il y a 15 ans. Voilà. On fait des très bonnes interfaces visuelles en JavaScript, il n'y a aucun souci. Bon, donc pas de développeur. Non. Et ça, c'est un gros atout en termes d'avantage concurrentiel. C'est-à-dire que je n'ai pas le risque que mon développeur du jour au lendemain parte. Donc ça me donne une certaine garantie dans la durée sur le produit. Et ça m'évite également qu'un concurrent arrive parce que le développeur ayant acquis un certain savoir-faire pourrait refaire la même chose. Certes, mais c'est comme tout, il y a le pour et le contre. Mais là, on va dire déjà, c'est pas une relation personnelle. Qu'est-ce que vous avez prévu pour faire la promotion de cette application ? Alors, énormément de la promotion numérique sur les réseaux, c'est-à-dire qu'on considère que les gens qui ont l'appétence pour ce type de produit utilisent déjà au quotidien un téléphone. C'est le minimum. Ouais. Et le type d'application qu'on utilise au quotidien sur un téléphone, ce sont les réseaux sociaux. En grande majorité. Et donc, on va communiquer principalement sur 4 réseaux sociaux dans un premier temps, qui sont, selon les tranches d'âge, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Alors, YouTube, c'est plutôt pour la partie tutoriel. Donc, on a un axe de communication de cette nature. On aura ensuite, très classiquement, l'advertising, aussi bien sur les réseaux que sur les moteurs de recherche. Et derrière, on va envisager l'animation de communautés. Donc on sort des réseaux, c'est-à-dire qu'il y a par exemple des sites avec des milliers de fans de smartphones. Donc une communauté smartphone. Et ben, on rentre dans cette communauté, on fait la présentation produit et on anime également l'usage au sein de cette communauté. Donc on a
vraiment des poches qu'on va prendre dans un premier temps. Très rapidement, on va aller parasiter, on va dire, les stores, c'est-à-dire qu'il y a des applications verticales sur les stores qui existent, mais qui sont spécialisées dans une fonctionnalité. Par exemple, une application qui transforme votre ancien téléphone en caméra. Il y en a plein, voire même un babyphone. Il y en a plein, mais ça ne fait que ça. Et donc, on va aller faire de la promotion de notre application lorsque les gens cherchent ce type d'application. Et comme ça, on sera visible au moment où les utilisateurs sont en recherche de ça, justement. D'accord. Donc là, on a un profil très particulier que l'industrie n'aime pas du tout, c'est-à-dire un technicien codeur qui devient en fait un businessman. Je connais bien parce que c'est mon parcours. Je me rappelle de l'Américain qui m'a dit I think it's a direct flow, mais c'est pas grave. Mais moi, genre bon anglo-saxon, j'adore. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Par contre, ce que vous me dites, l'investissement personnel pour développer l'appli, c'est bien. Après, des projets de millionnaires, moi j'en ai plein le carton. J'ai jamais réussi à les vendre. Comment déjà est-ce qu'on devient un bon commercial lorsqu'on est ingénieur et qu'on ne nous apprend pas à l'école à devenir entrepreneur ou commercial parce que vous avez grandi en France, c'est pas la culture locale. Moi, on m'avait appris à coder, à faire des prestations. On m'avait pas appris à m'inscrire à l'URSSAF et autres. Donc première question 1, comment vous avez fait pour ça? Et deuxièmement, on se rend compte que oui, effectivement, coder dans son coin, c'est une bonne idée, mais après, ça coûte quand même des sous. Donc 2, comment vous financez? Très bonne question. Donc la partie entrepreneuriale, je l'ai débutée après le bac, où pendant mes études, j'avais monté mon entreprise, une SARL. On faisait du matériel informatique, ce qu'on appelait à l'époque les Taïwanais sur Paris. On avait 2 boutiques. Et rue Montgallet, tout ça dans le 19e, oui, on était un peu plus haut. Et donc, à l'époque, il y avait la grande concurrence de Taïwanais, c'est-à-dire de boutiques qui faisaient des PC sur mesure à la demande. Je veux tel processeur, tant de RAM, telle carte graphique, etc. Et on a des marges de 3%, et donc, ce n'est absolument pas viable. Donc, j'ai laissé tomber ça. Mais finalement, ça m'a servi en termes d'expérience pour être confronté à l'entrepreneuriat, les relations actionnaires, l'attaque du marché, le savoir positionnement. Savoir ce que c'est que l'URSSAF, les cotisations, la bureaucratie locale, ça fait partie de l'équation. La couche administrative, que je retrouve à nouveau, mais je m'y attendais cette fois-ci. Oui, mais on apprend, on se forme avec le temps. Exactement. Et donc, ça ne m'a pas démotivé dans la mesure où j'avais vraiment envie de proposer ce type d'application qui n'existe pas aujourd'hui. C'est une opportunité unique. Alors, vous dites... l'aspect millionnaire, c'est pas l'objectif numéro 1. Non, j'ai pas dit l'aspect millionnaire. J'ai dit par contre, là, il va falloir maintenant dépenser de l'argent pour la promotion, la publicité et autres. Il faut financer. Voilà. Alors, étant donné que je viens du siècle dernier, j'ai pu, au cours de ma carrière, finalement, mettre un peu de côté. Et donc, ces sous-là m'ont permis de rentrer au capital de l'entreprise que j'ai montée. D'accord. Ce qui fait que l'entreprise démarre avec un minimum de trésorerie. Donc, vous avez développé un truc, vous avez monté une boîte avec des associés, vous avez fait un apport personnel. Et sachant que le produit n'a rien coûté en termes de frais, vu que c'est moi qui l'ai réalisé. Aussi un apport en nature. En nature, tout à fait. Mais malgré tout, l'entreprise n'a pas à supporter le développement d'un produit à construire. L'entreprise est construite alors que le produit existe. Bien sûr, tout à fait. Donc là, on évite un risque. Oui, et on facilite sur les réseaux sociaux. Vous savez comme moi, à partir du moment où vous avez créé une société, vous avez quelques centaines, quelques milliers d'euros de frais de fonctionnement par an. C'est obligatoire, assurance. Tout à fait. On ne peut pas passer à côté, donc le fait de se mettre à son compte, déjà, pouf, il y a des sorties, et puis aller faire de la pub sur les réseaux sociaux. Moi, je connais des gens qui font 10 000, 15 000 de pub par mois, donc ça se finance, quoi. Tout à fait. C'est un coût, le budget com, au même titre que les salaires sont un coût. Oui, bien sûr. On a déjà recruté quelques employés. Alors, vous êtes 5, je crois, c'est ça ? Alors, on a le graphiste qui est en interne, on a une personne qui prend en charge la communication qui nous rejoint à la fin de cette semaine. On a une personne à côté de Périgueux à temps plein en contractualisation externe. Moi-même, je suis à temps plein et on a encore un pipe de recrutement de quelques personnes à venir dans un avenir proche. Donc, tout ça dans un contexte où les licences ne sont pas encore rentrées, vu que le produit, on le lance dans quelques jours. Tout à fait. Et donc, comme toute start-up, on commence par grignoter de la trésorerie. Et sur le plan de trésorerie, on a une inversion de courbe avec les licences qui vont rentrer progressivement et qui vont permettre de contrebalancer et d'arriver sur une remontée, étant donné qu'en fait, on a une particularité avec cette décentralisation, c'est que nos coûts ne vont pas évoluer avec la quantité d'utilisateurs. On est globalement sur de coûts fixes.
eh bien, l'année prochaine, normalement, on devrait être en équilibre positif. D'accord. Donc, on a regardé ce que c'était, on a regardé comment on le fait, et maintenant, votre business model, s'il est à 90% gratuit, vous vous rémunérez comment? Sur le 1%. Alors, et c'est mécanique. C'est-à-dire qu'en fait, l'application est déjà traduite en 6 langues. C'est-à-dire qu'on ne s'attaque pas au marché français. Le marché français est la portion congrue. C'est-à-dire que le marché international est bien plus important. Le marché adressable est de 817 millions de personnes sur la tranche démographique ciblée, qui est le 15 ans, 69 ans. Sur ce marché adressable, nous n'allons pas adresser tout le marché, nous allons, sur un objectif 3 ans, adresser 10% de ce marché. Sur ces 10%, on va adresser les foyers. Donc il y a 2,16 personnes par foyer, donc il faut encore diviser. Et parmi ce qui reste, il faut enlever les 99% gratuits. Donc il reste la partie payante. Qu'est-ce qui est payant? Une licence qui donne des fonctions avancées. Donc la premium fait quoi de plus par rapport à la gratuite? La gratuite, par exemple, va être limitée à la mise en relation de 3 téléphones. D'accord. Or, en moyenne, on a 3 téléphones au fond de nos tiroirs, c'est-à-dire qu'on a 4 téléphones. Et donc, on voit qu'on a une gêne parce qu'on ne peut pas utiliser tous nos téléphones. Donc, on peut être ainsi incité à passer à la version payante. Mais bien entendu, il n'y a pas que ça. Et certaines alertes ne sont pas disponibles en version gratuite, mais qu'en version payante. Par exemple, les alertes par email. Recevoir une notification par email, ce n'est que dans la fonction payante. La version gratuite sera limitée aux alertes traditionnelles. Texto. Les textos n'y sont pas. Notifications. Les push notifications. Voilà. D'accord. C'est-à-dire la pop-up qui apparaît sur le téléphone. Du quotidien. Voilà. Donc ça, ça, on l'a en version gratuite. Et donc, on a plein de petites fonctionnalités qui sont limitées en version gratuite. Mais qui permettent quand même d'avoir une solution, un usage. D'accord. Exactement. Parce qu'en fait, plus on va diffuser de manière horizontale massivement le produit, plus on a de l'usage, plus mécaniquement le 1% va augmenter. Bien sûr. Et donc, c'est combien le premium? C'est tout à fait abordable. C'est-à-dire qu'en fait, le prix moyen aujourd'hui de la surveillance, c'est de 42 € sur le marché, sur la télésurveillance par mois. Nous allons nous positionner sur un prix annuel et non pas par mois de 36 €. Ce qui revient à moins de 10 centimes par jour. C'est-à-dire qu'on va être en mesure de monter son système de sécurité. Donc en fait, je peux tester gratuitement. Exactement. C'est comme un immense avantage. Et je vous donne 36 € pour l'année qui vient. Là, on verra après pour avoir toutes les fonctions. C'est ça. D'accord. Oui, bah c'est ça. Et c'est du sans engagement, un peu comme Réglo Mobile. C'est-à-dire qu'on peut utiliser Réglo Mobile avec un compte prépayé et puis il ne va pas y avoir de prélèvement automatique. On n'est pas lié à l'abonnement. Ok. Bon, c'est donc Saïsi Show avec Jean-Luc Antoine. Écoutez, le lancement, c'est pour très bientôt. Là, c'est donc fin février, début mars. Fin février, tout à fait. Vous revenez nous voir d'ici 6 mois, 1 an pour nous raconter comment ça s'est passé? Volontiers. Avec grand plaisir. Et puis, est-ce que vous voulez saluer peut-être des collaborateurs? On peut dire leur nom, là, ils sont sur le site web, je peux les citer? Oui. Oui, il y a Jennifer, community manager, il y a Michael, qui est directeur artistique, il y a Flavie, qui est à la communication. Vous êtes tous à la pépinière Capacité. Tout à fait. Bonjour Aurélie Briand, qui nous trouve régulièrement des talents locaux. Oui, Jean-Luc Antoine, pourquoi le Périgord? Le Périgord, c'est un endroit vraiment serein pour pouvoir créer de l'innovation numérique. Et l'innovation numérique n'a pas de contraintes géographiques. Je suis bien d'accord, c'est l'ex-cybernomade qui parle. Et puis ici, il y a des canards, comme disait l'autre. Bon, allez, c'est parfait. Merci d'être revenu. J'ai rencontré un confrère qui code la nuit. Il n'y a pas que moi, il y a les autres aussi. À bientôt tout le monde, à la semaine prochaine. Au revoir. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.